Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler du mercato des différents clubs de Première Ligue. On va donc faire un point sur absolument tous les clubs de Première Ligue, les 20 clubs du championnat anglais, et on va donc faire un point sur leur mercato. Est-ce qu'ils sont plutôt avancés? Est-ce qu'ils ont plutôt pas trop démarré encore? Et donc on va faire ça pour chacun des clubs de Première Ligue parce que le but c'est de parler quand même un petit peu de toutes les équipes au bout d'un moment, et je pense que en cette fin de mois de juillet, c'est le bon moment pour commencer un petit peu à voir l'état des lieux des différents mercatos des différents clubs de Première Ligue. Donc je vous mettrai évidemment dans les chapitres sous la vidéo YouTube le nom de chacun des clubs, comme ça pour ceux qui sont intéressés que par un club, vous pourrez directement aller regarder la partie qui concerne ce club, et sinon on est parti pour, je pense, un bon moment ensemble, puisqu'on a pas mal de choses à dire sur tous les clubs anglais avec leurs différents mercatos. Alors on va procéder par ordre alphabétique, et donc on commence par Arsenal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Arsenal? C'est qu'ils ont été très actifs déjà. Ils ont dépensé quand même plus de 220 millions d'euros déjà, ce qui est conséquent. Arsenal, c'est historiquement pas le club qui dépense le plus. Là, cet été, ils ont quand même décidé un petit peu de mettre les moyens, et globalement, ce qu'on peut dire sur Arsenal, c'est que c'est un mercato un petit peu charnière, on a l'impression. C'est un petit peu l'été ou jamais, le moment ou jamais pour eux de gagner un titre ou des trophées majeurs, et on a l'impression que ce mercato, il va dans ce sens-là. Alors ils ont fait plusieurs grosses prises avec Zubimendi évidemment. J'ai fait une vidéo sur la chaîne où j'ai expliqué un petit peu mon point de vue selon lequel je suis pas totalement emballé, on va dire convaincu par le joueur. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Pour le coup, mon avis n'est pas très populaire, j'ai l'impression, mais je reste sur ma position. Je pense que Zubimendi, c'est une recrue. Évidemment, c'est un bon joueur, mais je pense que c'est pas la recrue idéale pour Arsenal, et d'autant plus que au montant de son transfert, je pense qu'on pouvait trouver un joueur qui aurait été plus utile à Arsenal à ce poste de numéro 6, un joueur un petit peu plus complet aussi dans son jeu. Ils ont pris tout récemment Victor Gyökeres, on a aussi fait une vidéo où là aussi j'ai l'impression que la fanbase d'Arsenal est pas trop en accord avec ce que je dis, parce que j'ai un petit peu expliqué mon point de vue selon lequel aussi Gyökeres est pas le numéro 9 idéal pour Arsenal. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Bon, évidemment, ça reste un bon joueur, et globalement, Arsenal, avec Zubimendi et Gyökeres, ils ont quand même été chercher des joueurs qui répondent à un besoin qui était nécessaire. Le poste de numéro 6, le poste de numéro 9, donc ça c'est bien. Madueke, c'est un peu cher peut-être, mais c'est pas mal, moi j'aime bien. Alors pour une doubleur de Saka, c'est top, je pense, sans compter le prix. Il peut aussi jouer à gauche, même si pour le coup je suis un peu moins fan. On a aussi parlé sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Christian Mosquera, qui vient de Liga, je connais beaucoup moins pour le coup. Bon espoir, gros prospect apparemment. C'est plutôt un bon relanceur, un défenseur assez moderne. Il a apparemment quand même quelques faiblesses aussi dans le domaine aérien, le jeu aérien. Mais voilà, lui viendra certainement en tant que doublure, rotation de William Saliba, donc il n'aura pas un gros impact je pense dès cette saison. Christian Norgard, ça c'est un joueur que j'aime beaucoup, du côté de Brentford, c'était un pilier de cette équipe des Bees depuis plusieurs saisons. C'est un milieu défensif qui est capable de récupérer des ballons, de gagner des duels, qui est aussi pas maladroit avec le ballon, il s'en débarrasse pas, il est plutôt à l'aise je dirais, et puis en plus il a une capacité à être assez intéressant sur coup de pied arrêté notamment, sur les corners offensifs, avec son jeu aérien, sa puissance dans les airs assez intéressante. Donc ça j'aime bien, et puis qui est pas... Bon, c'est une doublure, il n'aura pas un gros rôle je pense à jouer, mais ça sera le gardien numéro 2. Donc globalement pour Arsenal, parce que là on a parlé des arrivées, puisque les départs à l'instant T, on parle vraiment du mercato à l'instant T des clubs, je dirais qu'Arsenal c'est pas trop affaibli non plus. Le départ Thomas Partey, bon, on va pas trop en parler pour toutes les histoires qu'il y a autour, mais c'est vrai que quand même que sportivement, tu perds un joueur important, sinon, que ce soit Sterling, Jorginho, globalement, c'était pas des joueurs qui avaient un gros impact à Arsenal la saison dernière. Et tu t'es quand même renforcé, en tout cas d'un point de vue du nombre, clairement, tu as beaucoup recruté. Qualitativement, je pense aussi quand même que tu as fait des bonnes choses, des bonnes prises. Maintenant, j'ai quelques doutes sur Gyökeres et Zubimendi, comme je l'ai expliqué dans des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Donc, si je dois mettre une note
une petite note à ce mercato d'Arsenal, sur 20, je dirais que je mettrais quand même à l'heure actuelle, je mettrais un bon 13 sur 20. Je ne mets pas plus haut, parce que comme j'ai expliqué, pour moi, j'ai quelques doutes sur Zubimendi, sur Gyökeres. Je suis persuadé que tu aurais pu trouver mieux, notamment pour le poste numéro 6, mais même l'avant-centre. Donc voilà, maintenant, le mercato n'est pas fini. On fait un point en l'état actuel. Et Arsenal, globalement, s'ils vont chercher un joueur comme Eze, par exemple, je pense que leur mercato peut facilement monter à 16-17 sur 20. Pour moi, il n'y aura pas de la perfection, parce que comme j'ai dit, Zubimendi, Gyökeres, j'aurai toujours mes doutes. Tant que la saison n'aura pas démarré, je serai toujours un petit peu méfiant vis-à-vis d'eux. Mais voilà, ça c'est la note que j'attribue à cette équipe d'Arsenal. Bon, on va enchaîner un peu plus rapidement sur Aston Villa, parce qu'Aston Villa, ils n'ont absolument rien fait, quasiment, on peut le dire, depuis le début de l'été. Aston Villa, c'est un club qui financièrement est un petit peu handicapé, parce qu'ils sont un petit peu embêtés par les limites du PSR, donc du fair play financier anglais, et c'est un des clubs, je crois que c'est même le club qui a le moins de marge de manœuvre en première ligue cet été. Donc eux, pour recruter, ils sont obligés de vendre globalement, et pour l'instant, en l'état actuel, ils n'ont pas beaucoup bougé parce qu'ils ont tout simplement vendu personne. Là, on regarde les départs, finalement, c'est des joueurs qui étaient déjà plus trop au club. Coutinho, il y a le petit Barrenetxea que j'aime beaucoup, mais qui était prêté à Valence et qui du coup va partir, il va aller du côté de Benfica. Ça c'est dommage, c'est un vrai bon joueur, je pense. Sinon, c'est des départs qui sont pas forcément majeurs, ou c'était des joueurs qui n'étaient pas forcément prévus à nouveau pour la saison à venir. Asensio c'était un prêt, Disasi aussi, Rashford pour le coup avait une option d'achat, mais je crois que le joueur n'était pas super intéressé pour rester à Aston Villa, et du coup ça s'est pas fait. Au niveau des arrivées, du coup, rien si ce n'est un défenseur central turc, je connais pas, Özcan, pour le coup je ne connais absolument pas, à voir ce que ça vaut. Marco Bizot, gardien qui joue en Ligue 1 du côté de Brest, qui vient donc pour être le remplaçant du départ de Robin Olsen, qui était la doublure d'Emiliano Martinez. Mais voilà, globalement Aston Villa, tant qu'il n'y aura pas des départs, que ce soit par exemple d'Emiliano Martinez, de Watkins, ou encore d'autres joueurs, je pense qu'ils vont être assez peu actifs sur le mercato, et eux globalement, parce qu'on refera une vidéo à la fin du mercato pour faire un bilan final justement du mercato des différents clubs anglais, je pense qu'on aura plus de choses à dire. Aston Villa pour le moment, j'ai pas grand chose à dire, et du coup, si je dois mettre une note par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est pas facile vu qu'ils ont presque rien fait, mais je suis obligé de pas être très très haut globalement, et globalement on va être assez sévère, vous verrez, sur la plupart des clubs, vu qu'ils ont rien fait, je mettrai tout simplement un 4. Je pense qu'on va partir sur effectivement un 4 pour Aston Villa, parce qu'ils n'ont rien fait pour le moment, ils ont perdu personne de très important, j'ai envie de dire, puisqu'on sait que Rashford et Asensio n'allaient pas rester, mais ils ont quand même besoin de se renforcer, ils auront une Coupe d'Europe à jouer cette saison à nouveau, et ils ont un effectif qui a toujours besoin d'être peaufiné. Je pense qu'ils ont notamment besoin d'un latéral droit, ça me paraît une des priorités notamment, et peut-être aussi d'un joueur offensif, notamment si Watkins est sur le départ. Donc ça c'est de la musique d'avenir, mais pour Aston Villa on met un 4. Ça peut changer évidemment, comme j'ai dit, à la fin du mercato. C'est que provisoire. Bournemouth, c'est un club que personnellement j'aime bien. Je suis pas pourtant, j'ai pas un lien direct avec ce club, mais c'est un club qui pour le coup a une histoire assez intéressante. En tout cas, elle m'a prise l'histoire de Bournemouth, j'ai envie de dire, avec la remontée du club sous Eddie Howe. Toute cette histoire d'un club qui a fait des faillites aussi, il y a plusieurs décennies en arrière. Vraiment un tout petit club qui a réussi à se hisser au sommet du niveau du foot anglais, et qui est en train de se stabiliser, et qui peut-être cette saison va pouvoir faire de belles choses. Ça c'est de la musique d'avenir. Au niveau des recrues, alors Petrovic de Strasbourg c'est pas mal, Truffert de Rennes, je pense que c'est plutôt intéressant. Ils ont fait un petit peu un mercato Ligue 1 avec Eddie Junior Kroupi qui était déjà recruté je crois l'été passé, mais qui était prêté du coup à Lorient la saison dernière, et qui du coup peut-être cette saison sera dans l'effectif des Cherries. Ça on ne sait pas encore trop. Maintenant, c'est des bons joueurs, mais ils ont perdu 2-3 éléments, et c'est quand même des éléments importants. Dean Huyson qui part au Real, ça c'est quand même un coup dur, on va pas se mentir. Milos Kerkez qui part à Liverpool, ça aussi c'est un coup dur. Alors il est remplacé par Truffert, je pense quand même que Kerkez est un joueur qui a un profil un peu plus élevé, qui est un joueur d'un niveau un petit peu supérieur à l'heure actuelle que Truffert. Huyson ils l'ont toujours pas remplacé. Et sinon, ils ont perdu Kepa aussi, qui avait fait une très très bonne première partie de saison, notamment du côté de Bournemouth. Plutôt une bonne saison dans son ensemble, mais surtout la première partie de saison.
mais là je pense qu'avec Petrovic, tu perds pas vraiment au change. T'es peut-être pas difficile à dire si c'était absolument gagnant, même si je pense que Petrovic sur le fond est un meilleur gardien que Kepa, mais en tout cas t'es pas perdant. Donc ça c'est intéressant. Maintenant attention, on fait le mercato encore une fois. Je me répète, mais actuellement, donc moi je tourne la vidéo le 28 juillet 2025, donc fin du mois de juillet, et on prend en compte que ce qui est fait ou qui est quasiment fait. Zabarni devrait partir, c'est quasiment certain, depuis plusieurs semaines il est lié au PSG, les négociations tardent parce que Bournemouth est assez pinailleur sur le détail de l'opération, mais si tu perds quand même Zabarni plus Huysen qui est déjà parti, Kerkez t'auras perdu globalement ta défense centrale quasiment et toute ta ligne de défense, plus le gardien en plus, donc en gros tu auras perdu toute ta ligne de défense quasiment. Donc c'est un petit peu inquiétant de guillemets. Maintenant Bournemouth je pense va réagir, mais en l'état, difficile d'être très très optimiste ou de mettre une très très bonne note sur leur mercato, qui est correct, mais qui va je pense accélérer dans les prochaines semaines. Je mettrai en l'état, je mettrai seulement je pense un 8 pour cette équipe de Bournemouth qui pour le moment n'a pas remplacé Huysen d'un point de vue numérique. Il y a Marcos Senesi qui revient de blessure, ok, on verra ce que ça donne. Il y a 2-3 jeunes aussi qui sont intéressants à Bournemouth, mais on n'en est pas encore assez vu sur la précédente notamment. Kerkez a été remplacé, même si je pense que tu as perdu en qualité avec Truffer quand même. Et puis, certes, Petrovic, je pense c'est mieux que Kepa, mais sinon, attention, avec Zabarni qui pourrait partir, avec une équipe qui a besoin aussi, je pense, de se renforcer avec un autre numéro 9. Evan Nilsson, pardon, j'aime bien, mais il peut être assez souvent blessé, et derrière lui, je trouve que c'est quand même, avec NS Unal, un petit peu trop en dessous. La différence entre le titulaire et le remplaçant est quand même un peu trop grande. Donc, Bournemouth doit encore se renforcer, et pour le moment, c'est un 8 pour moi. Brentford, ils sont en train de se faire absolument piller de partout. Un petit peu peur pour cette équipe de Brentford, sincèrement, qui a perdu Thomas Frank, du coup, qui a été remplacé par le préparateur de coups de pied arrêtés la saison dernière de Brentford. C'est désormais lui le nouveau head coach, le nouveau coach de cette équipe des Bees. Donc ça, c'est un gros coup dur. Ils perdent leur coach. Ils perdent aussi Mbeumo. Donc Brahim Mbeumo, parti à United, c'est bien vendu, surtout à un an de la fin de son contrat, mais ils le perdent quand même. Ils perdent Norgard, qui était leur capitaine, aussi leur leader, et un vrai bon joueur sur le terrain, c'est embêtant. Tu perds Flecken, lui pour le coup, on verra, c'est un peu moins dommageable, je pense. Et bon, t'as aussi perdu Benmi, qui n'avait pas un gros rôle la saison dernière. Et sinon, tu t'as perdu personne, mais attention, c'est pas encore officiel, et du coup, on va pas forcément le prendre totalement en compte dans notre jugement, mais Yohan Wissa est très très proche d'un départ aussi, le joueur est motivé à trouver un nouveau point de chute, on parle de lui à Newcastle notamment. Attention, si tu perds Yohan Wissa en plus d'Mbeumo, ça va être très compliqué parce que c'est deux joueurs qui vont absolument marquer un total de buts énorme pour ton équipe la saison dernière. Mais je crois que Wissa de tête c'est 19 buts avec aucun penalty dans le lot, et Mbeumo c'est 20 buts la saison dernière. Donc ouais, tu perds quasiment 40 buts sur deux joueurs. C'est énorme, et attention à ça, Brentford, il faudra voir comment il les remplace. Alors, dans le secteur offensif, ils ont pris le petit Anthony Milambo, je connais pas assez du Feyenoord, bon prospect apparemment, je connais pas assez, je l'ai pas assez vu, j'en ai lu des bonnes choses. Par contre attention, il est jeune, il découvre un nouveau championnat, il vient d'Eredivisie, le saut va être quand même très très élevé, donc je pense que c'est clairement pas suffisant encore pour remplacer Mbeumo, Wissa, ou globalement renforcer ton secteur offensif. Ils ont levé l'option d'achat de Kayode, ils ont pris Keller pour remplacer Flecken, ça je trouve que c'est bien. Keller, chaque fois qu'il jouait du côté de Liverpool pour remplacer Alisson, je trouvais très très bon, excellent gardien sur sa ligne. Ça je pense c'est un bon move pour le coup. Ils ont aussi pris Jordan Anderson, ça c'est un move pour remplacer, je pense numériquement, Norgard, beaucoup d'expérience, un joueur qui est un peu un leader dans les équipes, de par son caractère, son profil. Mais maintenant, je suis pas sûr que niveau terrain, il apporte autant qu'un Norgard, clairement pas, je pense qu'il est inférieur. Et donc, c'est quand même on va dire, tu perds un peu au change. Donc, à l'heure actuelle, Brentford, difficile d'être optimiste pour le moment. Maintenant, il y aura des renforts, c'est sûr. Ils auront les moyens pour réinvestir. Et Brentford, c'est un club qui travaille globalement bien, donc je suis pas encore inquiet. Mais en l'état, difficile d'être très très optimiste avec l'été de Brentford. Et je leur mettrai, allez, je dirais, je pense, un 4 comme Aston Villa.
pas pour les mêmes raisons, puisqu'Aston Villa, pour le coup, n'a tout simplement pas démarré son mercato. Mais là, Brentford est en train tout simplement de se faire piller. Et attention, alors la note peut être drastiquement différente hein, si Brentford se renforce bien, finit bien son mercato, mais en l'état, je suis pas très optimiste avec Brentford. On passe à Brighton. Brighton, c'est toujours intéressant parce que c'est le club un petit peu qui est le bon élève pour beaucoup, qui recrute toujours bien, qui repère toujours les bons coups et fait les bonnes affaires sur le marché des transferts. Bon, on pourrait de nouveau penser que c'est le cas cet été. Ils ont pris un tout jeune attaquant grec, Kostoulas, que je connais absolument pas, qui l'ont payé très cher, quasiment on va dire le montant de sa valeur marchande, x3 le prix. C'est énorme, donc pour eux j'espère qu'ils ne se trompent pas, même si Brighton a quand même pas mal de moyens avec les ventes qu'ils font. Maxime de Kuiper, un joueur qui était très bon du côté de la Jupiler Pro League la saison dernière, avec Bruges, c'est un latéral très offensif qui va, je pense, être intéressant du côté de Brighton. Je pense que c'est un vrai bon joueur. Par contre, moi le problème que j'ai avec de Kuiper et globalement avec le mercato de Brighton, c'est que pour l'instant, je trouve qu'ils ne se sont pas renforcés. Ils ne cherchent pas à finalement renforcer leurs faiblesses. C'est une équipe qui est assez vulnérable à la perte de la balle, qui défend assez mal dans les grands espaces, qui sans ballon globalement est très empruntée. Ils n'ont pas des milieux de terrain qui excellent dans le jeu sans ballon pour récupérer des ballons, puis les défenseurs c'est un peu pareil, et hormis Baleba qui est monstrueux au milieu. Donc moi je pense que Brighton aurait tout intérêt à recruter des joueurs avec des profils un peu plus défensifs ou qui excellent un peu plus dans le jeu sans ballon. De Kuiper, je suis pas certain que ce soit un latéral monstrueux défensivement. J'ai mes réserves, donc je suis un petit peu sceptique là-dessus. Tom Watson qui vient de Championship, Sunderland, pour le coup je peux pas me prononcer, je connais pas assez malheureusement. Ils ont pris un jeune prospect de Serie A qui jouait à Vérone, Diego Coppola. Lui aussi, je n'ai pas assez vu de choses pour parler de manière assurée. Maintenant, le peu que j'ai vu, que je me suis renseigné pour le coup, on dit que c'est un vrai bon joueur, très bon relanceur aussi. Par contre, qui pourrait être un petit peu limité aussi dans ses aspects défensifs, dans son aspect défensif. Bon, ça c'est pas top, je trouve, dans le ciblage des profils pour renforcer Brighton. Boskagli, c'est un profil très intéressant, atypique, un défenseur central assez petit, un tout petit peu plus d'1m80, pied gauche, excellent relanceur aussi, qui a été très bon du côté du PSV, qui arrive libre. Donc là, à la limite, tu prends pas trop de risques. Maintenant, je pense que sincèrement, défensivement, c'est un joueur qui va aussi souffrir en première ligue dans cette équipe de Brighton. Et à nouveau, c'est un joueur qui ne renforce pas tellement tes caractéristiques, tes attributs défensifs. Donc ça, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Sinon, ils ont perdu quelques joueurs quand même. João Pedro, ça c'est une grosse perte, c'est un très gros joueur. Même si le secteur offensif de Brighton est fourni de manière générale, et même s'ils ont aussi perdu Simon Adingra, je pense qu'ils ont un secteur offensif assez fourni. C'est pas catastrophique de perdre des joueurs dans le secteur offensif, c'est peut-être pas positif de perdre João Pedro, clairement, mais c'est peut-être pas la catastrophe. Pervis Estupiñán qui part, je pense que c'est pas mal, parce que c'est un joueur qui, à mon avis, a quand même quelques limites dans le côté défensif à nouveau. Bon, ils l'ont remplacé par un joueur qui, je pense, a un profil un peu similaire à lui, assez offensif, donc attention. Barco, qui a jamais joué, peut-être Brighton, était acheté l'été dernier, il s'en va du côté de Strasbourg. Ferguson est prêté à la Roma. Et sinon, je crois qu'on a tout dit sur Brighton. À nouveau, des paris sympas, comme toujours, avec Brighton. Maintenant, je suis pas convaincu par... disons, ils ont ciblé des renforts plutôt intelligents, les postes qu'ils ciblent sont plutôt bons, mais les caractéristiques des joueurs qu'ils ont ciblés, je trouve qu'elles viennent pas forcément renforcer des faiblesses de l'équipe. Donc pour Brighton, je mettrais, à l'heure actuelle, c'est peut-être sévère, hein, mais je mettrais seulement un 10 pour leur mercato. J'ai dit on va être assez sévère dans cette vidéo, mais pour le coup, je suis pas hyper emballé par le mercato de cette équipe, les Seagulls, des Mouettes de Brighton. Donc on enchaîne, on va aller plus vite sur le prochain, c'est un promu, Burnley. Burnley, j'ai un problème avec leur mercato, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas tant démarré que ça, ou disons qu'il a démarré, mais il n'est pas super ambitieux, j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver. Pour le coup, c'est pas le club que je connais le mieux, ils évoluent en Championship, je pourrais pas vous cibler absolument tous les besoins de cette équipe. Maintenant, je pense que c'est une équipe qui a besoin absolument de se renforcer dans le secteur offensif. C'était une très bonne défense la saison dernière en Championship, mais offensivement c'était assez moyen. Et pour le coup, bon, ils ont pris un joueur que je connais pas assez, mais que j'en ai entendu beaucoup de bien, Loum Chaouna,
de la Lazio. Je connais pas assez malheureusement pour le coup, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc pourquoi pas. Sinon, ils ont confirmé l'option d'achat de Marcus Edwards. C'est un vrai bon ailier, très percutant, très dynamique. Ça, je pense que c'est pas mal. Ça fera pas de mal dans cette équipe qui est assez amorphe offensivement. Ils ont aussi, je crois, fait de même avec Jadon Anthony, qui était prêté par Bournemouth la saison dernière. Bon, lui, je trouve que c'est un joueur quand même un peu plus limité que Marcus Edwards, que j'aime beaucoup, de notre côté. Sinon, Zian Fleming qui arrive, je sais même pas, je crois qu'il était déjà en prêt la saison passée aussi du côté de Burnley. Ils n'ont pas vraiment démarré leur mercato, évidemment Kyle Walker est arrivé, Twanzibi aussi est arrivé libre, Walker est une petite indemnité. Je suis pas emballé par le mercato de Burnley, pour le coup je pense qu'ils vont quand même se renforcer encore, mais ils vont attendre des opportunités de marché dans la deuxième partie du mercato. Bon, ils n'ont pas perdu tant de monde non plus, attention, James Trafford, à l'heure où je m'enregistre, est sur le point de signer à City, le gardien de Burnley, gros prodige, ça c'est quand même un gros coup dur, et si c'est le cas qui part de Burnley, qui s'engage à City, il va falloir le remplacer. Bon, je dirais quand même que globalement, pour Burnley, je suis pas très emballé, comme j'ai dit. Maintenant, c'est dur d'être très très critique. Oula, je le fais mal, mais je mettrai un 7. Bon, je l'ai très très mal fait, mais je mets un 7 pour cette équipe des Clarettes de Burnley. Je pense que ça mérite pas beaucoup plus haut à l'heure actuelle. Alors, on poursuit avec Chelsea. Chelsea, beaucoup de choses à dire, avec comme toujours un petit peu cette lessive de joueurs, beaucoup de joueurs qui arrivent, beaucoup de joueurs qui partent. Au niveau des arrivées, le petit Jamie Gittens, c'est un gros espoir. Il n'a pas tant progressé, je trouve, sur ses 2 dernières saisons à Dortmund. On en a fait une vidéo sur la chaîne, on a parlé du joueur. Moi, j'aime bien son profil. Je pense qu'il va pouvoir ramener à Chelsea. Maintenant, attention, il n'est pas encore prêt, à mon avis, pour être un joueur dominant en première ligue. Clairement pas. Je le vois plus comme une sortie de banc, un joueur en option. Jamie Gittens. João Pedro, très très bon joueur, très complet, il peut jouer au poste numéro 10 en tant que second attaquant, numéro 9, même si je l'aime un peu moins là-dessus. Enfin, c'est un top joueur pour le coup, et je crois qu'il a déjà fait d'excellents débuts à la Coupe du Monde des clubs du côté de Chelsea, mais ça c'est un vrai renfort pour Chelsea, et c'est un des transferts de l'été, je pense, en première ligue pour l'instant. Yam Delab, j'aime bien. Pas sûr qu'il ait un énorme rôle à Chelsea, mais c'est un joueur que j'aime bien et que j'aurais bien vu dans beaucoup de clubs, peut-être pas à Chelsea vu que l'effectif est déjà tellement fourni. Mais bon joueur, Estevao, et Dario et Tsugo, je sais pas si on va les compter, mais je crois que c'était des transferts qui étaient déjà prévus depuis un petit moment. Et globalement, ils n'auront pas un gros rôle à jouer, je pense, cette saison, même si Estevao sera peut-être dans la rotation. Maintenant, je le vois clairement pas prêt pour jouer en première ligue à l'heure actuelle. Donc, il y aura encore des renforts, on parle de Xavi Simons, de Hato, le défenseur de l'Ajax. Bon, Chelsea, on sait, c'est une lessive, c'est une machine à laver, enfin, c'est vraiment un lessivage de joueurs important. Ils ont perdu quelques éléments intéressants, Madueke, même si je pense que changer d'environnement pour lui, c'est pas si mal. Petrovic, ça c'est plus dur à comprendre, parce que pour moi, c'était pas loin d'être le meilleur gardien que tu avais dans ton effectif. C'est un peu incompréhensible qu'il parte comme ça, tu comptes pas sur lui. Et sinon, t'as pas encore de perte majeure. Il y a le prêt de Sancho qui n'a pas été élevé, mais globalement, hormis ça, t'as pas perdu grand chose pour le moment. Ils vont peut-être par contre perdre quand même des joueurs qui comptent pas trop dessus. Nkunku, Renato Veiga notamment devrait partir aussi. Donc on verra ce qu'il en sera pour cette équipe des Blues, qui comme toujours est très très active sur le mercato. Mais voilà, moi je pense que en l'état, moi j'aime beaucoup João Pedro. Jamie Gittens, je crois pas mal en lui. Maintenant, je suis pas sûr qu'il te fasse une saison exceptionnelle non plus tout de suite. Je dirais que le mercato de Chelsea, à l'heure actuelle, bon, il peut pas aller en dessous de la moyenne, mais je lui mettrais, parce que j'aime bien aussi de l'app, je lui mettrais non pas un 1, mais un 11 sur 20. Voilà. On reste sévère, comme j'ai dit. Probablement que à la fin du mercato, tous les clubs auront des meilleures notes. Probablement, vu qu'il y aura eu plus de renforts et peut-être plus de départs de joueurs qui doivent partir. Mais là, à l'heure actuelle, c'est 11 sur 20 pour Chelsea, pour moi, pas plus. Parce qu'il te manque encore un gardien, pour moi ça me paraît évident. Il faut dégraisser aussi. Et puis il va peut-être falloir aussi aller chercher un central, notamment pour la rotation, Super Veiga. Enfin, Chelsea, le problème pour moi, ils doivent dégraisser. Ça me paraît une évidence. Et pour le moment, pour moi, l'effectif est trop gros. Donc 11 sur 20. Crystal Palace. On va aller très très vite sur cette équipe de Palace parce que c'est un mercato qui n'a pratiquement pas démarré. Borna Sosa est arrivé de l'Ajax. Lui, pour le coup, je ne l'ai pas assez vu, mais
eu pas mal d'échos un petit peu négatifs sur lui, donc à voir ce qu'il va faire du côté de Palace, mais maintenant je pense qu'il viendra dans un rôle un peu secondaire, il va pas avoir un temps de jeu monstrueux. Walter Benitez qui vient probablement en tant que doublure, donc, ok, c'est les seules arrivées qu'ils ont faites. Et puis au niveau de départ, ils ont peut-être perdu, le seul qu'on peut mentionner, Jeffrey Schlupp, joueur un petit peu sous-côté de Première Ligue qui part en Championship. Je pense qu'il aurait eu sa place dans d'autres équipes de Première Ligue, sincèrement, il peut dépanner à plusieurs postes. Et c'est un joueur qui sait récupérer des ballons, qui sait aussi faire progresser le jeu, enfin c'est pas un si mauvais joueur. Bon, c'est pas de la folie, mais c'est un joueur intéressant. Ils perdent leur capitaine, Joel Ward, on sait pas où il va, peut-être qu'il va prendre sa retraite. Et ils perdent Ben Chilwell, mais qui avait un rôle absolument minime, malgré son prêt la saison dernière en provenance de Chelsea. Donc pour Crystal Palace, l'enjeu évidemment il sera autour d'Eze, s'ils arrivent à le conserver ou le garder, mais à l'heure actuelle, le mercato n'a pas trop démarré, ils sont pas trop renforcés, mais je mettrais, je pense, un 6 sur 20, tout simplement, pas plus. Le mercato n'a quasiment pas démarré pour cette équipe de Palace, et il y aura des choses, surtout s'ils perdent Eze, mais s'ils perdent Eze, par contre, il va falloir bien se renforcer. Everton, j'aime beaucoup leurs joueurs qu'ils ont recrutés au poste numéro 9, Tierno Barry. On en a fait une vidéo aussi sur la chaîne, c'est un de mes joueurs préférés, je pense, qui sera vraiment à surveiller cette saison dans le championnat anglais. Je pense qu'Everton a vraiment déniché un 9 de très très haut niveau, qui a un plafond actuel déjà haut, mais qui peut aller très haut. Donc ça j'aime bien. En plus il correspond parfaitement au type d'attaquant que recherche David Moyes, donc ça je trouve que c'est pas mal du tout. Et il a fait une excellente saison la saison dernière du côté de Villarreal, c'est pas mal. Carlos Alcaraz, option d'achat levée, bon joueur aussi, assez percutant, beaucoup de confiance en lui, tente beaucoup de choses, ça j'aime bien. Ils ont pris Travers aussi pour être la doublure de Pickford, pourquoi pas. Et ils ont perdu pas grand monde d'important, peut-être Ashley Young qui est parti libre quand même, avec son expérience, Abdoulaye Doucouré, qui avait un rôle surtout important sous Sean Dyche, sinon un peu moins sous David Moyes. Dominique Calvert-Lewin qui part. Malheureusement pour lui, les blessures le mettent trop souvent, on va dire, hors course pour espérer avoir du temps de jeu. Il est toujours blessé. Sinon, c'est un joueur plutôt intéressant, je pense. Et sinon, ils n'ont pas perdu des joueurs très très dominants. Harrison a assez peu joué sous David Moyes. Lindström, malgré des bons débuts sous Moyes, ça s'est aussi assez vite éteint. Bref, Everton, globalement, par contre, attention, alors je m'enregistre, il parle de faire une recrue du côté du Bayern Munich, j'ai plus son nom, le latéral gauche, je crois, jeune latéral gauche du Bayern, qui pourrait arriver, ça pourrait être intéressant. Et puis on parle aussi de Malik Fofana, donc ça pourrait être très très intéressant. Everton, je mettrais une note pas mal, juste parce qu'ils ont pris, rien parce qu'ils ont pris Tierno Barry, peut-être que je manque un peu d'objectivité pour le coup, parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais à l'heure actuelle, je leur mettrais quand même un bon 11. Bon, c'est une bonne note, je dirais, par rapport à la moyenne qu'on aura dans cette vidéo. Donc ça peut aller assez haut. Je pense qu'Everton a le potentiel d'aller assez haut si ça prend du Fofana, notamment par la suite du Mercato. Donc à l'heure actuelle, c'est un 11 pour moi. On enchaîne avec Fulham, un autre club londonien qui n'a pas vraiment démarré son Mercato. Ils ont pris que Benjamin Lecomte en tant que doublure de Leno, en provenance de Montpellier, pour moins d'1 million d'euros. Et puis ils ont perdu Carlos Vinicius qui est retourné au Brésil, Willian, contrat qui expire, et Reiss Nelson qui était prêté, même si apparemment Fulham est assez chaud d'essayer de le faire revenir avec un transfert définitif cette fois-ci. Donc pour Fulham, on va aller très très vite vu qu'il s'est pratiquement rien passé, un petit peu à l'image du Villa. Eux aussi sont un petit peu embêtés par le PSR, même si pour le coup Fulham c'est surtout une équipe qui habituellement démarre ses mercatos assez tard. C'est d'ailleurs quelque chose dont son entraîneur Marco Silva s'en plaint assez régulièrement. Il est en général assez agacé en début de saison parce que Fulham démarre souvent tardivement ses mercatos. Là pour le coup, ils ont rien fait pour moi, ils ont rien perdu mais ils ont rien fait. Donc on va être cohérent par rapport à ce qu'on a dit par rapport à Aston Villa notamment, mais ce sera pas plus qu'un 4 pour cette équipe des Cottagers, qui va quand même, je pense, se renforcer. Ils cherchent un numéro 9, je pense, et ils ont besoin aussi de renforts, peut-être dans le secteur offensif sur les ailes. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite. Leeds United, haute promu, pour le coup, plus intéressant que Burnley, je pense, leur mercato, d'un point de vue personnel. Pas la folie non plus, parce que pas mal de joueurs dont je connais peut-être pas assez le niveau réel et surtout leur adaptation en première ligue. Alors leur recrue vedette pour le moment c'est Anton Starr d'Offenheim, qui est un plutôt milieu défensif. Apparemment je connais pas assez, pour le coup je serais incapable de vous dire si c'est un bon coup ou non pour Leeds malheureusement.
Jaka Bijol, en revanche, défenseur central slovène de 26 ans, ça c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un monstre physique, athlétiquement il est impressionnant, il est très grand, très costaud, assez rapide, plutôt assez à l'aise aussi balle au pied. Malgré son très très gros gabarit, il est loin d'être, on va dire, de traîner une charrette. C'est vraiment un défenseur étonnant, qui, étonnamment aussi d'ailleurs, est resté longtemps du côté de l'Italie, de l'Udinese, parce que je pense à un joueur qui aurait pu plus vite exploser et partir en première ligue notamment. Donc c'est Leeds qui se l'offre. Moi je le voyais tout à fait dans un club plus UP, supérieur à Leeds pour être franc. Donc ça je pense c'est un vrai bon coup. Lucas Perry de Lyon, c'est un vrai bon gardien sur sa ligne. Je pense que c'était indispensable. Leeds avait besoin d'un gardien avec Meslier qui est beaucoup trop irrégulier, qui fait beaucoup d'erreurs. Donc ça c'est un vrai bon coup. Je pense, le prix en plus est totalement correct. Un gardien de ce niveau-là, je le vois vraiment faire partie des gardiens tout à fait corrects de première ligue et des bons gardiens de ce championnat. Son Longstaff, qui vient de Newcastle, c'est un milieu de terrain honnête. Je dirais que c'est un milieu de terrain pas sous-coté pour le coup, lui, parce qu'il a quand même des limites évidentes, mais c'est un bon milieu de terrain, il peut te rendre des services. Défensivement, plutôt correct, il a un bon abattage aussi, et c'est un joueur qui sait se projeter aussi offensivement. Donc je dirais que c'est correct. Ensuite, je connais un petit peu moins, même si on l'a un petit peu vu du côté du LOSC, le petit Gabriel Goodmanson. Euh, c'est un prospect aussi, apparemment c'était pas mal sur les matchs de préparation, les premiers matchs de préparation. Pourquoi pas, le petit Borno, je connais pas assez malheureusement, de Wolfsburg. Et puis ils ont aussi pris Enmecha de Wolfsburg, qui est un prêt, qui est un transfert libre, pardon, qui vient probablement dans la rotation. Ils n'ont pas perdu grand monde non plus, pour le coup, et Leeds va chercher à se renforcer encore, notamment je pense dans le secteur offensif, ça me paraît évident. Et du coup, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a dit, je pense qu'on peut pas aller très très haut pour Leeds, on peut pas aller trop bas non plus. Je leur mettrais, parce que j'aime bien Visual, un 9. C'est sévère, encore une fois, comme j'ai dit, c'est le but, un peu de cette vidéo en guillemets, mais je pense qu'en fin de mercato, c'est un club qui peut facilement monter à 11, 12, 13 comme note, ce qui serait tout à fait honorable. 9, c'est peut-être un poil dur, j'aurais peut-être dû mettre 10 quand même, 9, ça me paraît, ça serait un poil dur quand j'y pense, ils ont un bon gardien, Bijol, j'aime bien. Voilà, Liverpool maintenant. Alors Liverpool, c'est impressionnant le mercato avec Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong. Je prends pas en compte Isaac, puisque à l'heure actuelle, on a des rumeurs, mais je dirais qu'on n'est pas encore assez avancé, on n'a pas encore eu vraiment une offre officielle alors que je m'enregistre envoyée par Liverpool à Newcastle, donc on fera le bilan final évidemment à la fin du mercato, mais en l'état, on t'a quand même pris des sacrés joueurs, t'as perdu certes Arnold, les autres joueurs, Konza, Keller, c'est plutôt des remplaçants, mais t'as quand même fait des sacrés noms aussi. Maintenant, attention, on va pas non plus être trop euphorique, parce que pour moi Florian Wirtz c'est surpayé, même si sa valeur marchande est plus élevée que son montant de son transfert. Pour moi c'est un peu surpayé, parce que t'as des joueurs qui auraient coûté moins, qui auraient apporté je pense pas beaucoup moins que Florian Wirtz, même si voilà, ça c'est un avis très personnel. Et Ekitike, c'est très cher aussi, même si Francfort vend bien ses jours, et pour le coup, je pense que c'est un super numéro 9 déjà, et il a encore un plafond où il peut aller encore plus haut qu'actuellement, donc j'ai envie de dire ça reste comme un bon coup. Kerkez, vrai bon latéral gauche de première ligue la saison dernière, pas le meilleur pour autant je dirais, mais vrai bon latéral solide, c'est une pile électrique, toujours de l'énergie pour déborder, puissant. Frimpong, c'est un joueur, c'est un piston on va dire plutôt qu'un latéral, joueur très offensif, c'est pas mal aussi. Maintenant, Liverpool, si tu perds Luis Diaz, avec malheureusement la triste histoire de Diogo Jota, plus le départ probable de Darwin Núñez, t'as encore besoin, je pense, de te renforcer, t'as encore besoin d'un défenseur central à minima, ils sont très courts à ce poste-là, peut-être d'un ailier gauche, même si ça c'est peut-être un poil moins prioritaire que la défense centrale, à voir, mais c'est paradoxal parce que Liverpool a déjà dépensé plus de 300 millions d'euros sur le marché des transferts, ça va encore exploser ce montant probablement. C'est paradoxal, mais je ne mettrais pas une note si élevée que ça. J'avais mis 13 pour Arsenal, pour le coup, il me semble. Donc je mettrais pareil pour moi. Peut-être 14, allez, parce que je suis plus convaincu par les joueurs pris par Liverpool que Arsenal, notamment sur le numéro 9. Mais ça reste une excellente note, mais attention, parce que si tu prends personne, par contre, là, peut-être paradoxalement, là, on pourra baisser la note. Alors là, à l'heure actuelle, c'est un peu paradoxal, comme j'ai dit, parce qu'il manque encore t'as encore un de besoin, t'as encore un de joueurs à recruter, mais on est encore assez tôt dans le mercato, et disons qu'ils sont très avancés. Un petit peu comme Arsenal, ils ont un petit peu fait le plus gros de leurs affaires. Maintenant, attention,
Peut-être je cède un petit peu à la hype de Liverpool, un peu de ces joueurs qui recrutent, mais quand même c'est dur de ne pas être emballé, parce qu'à mon avis les joueurs qui prennent, ils ont vraiment de grosses qualités, poil surpayés pour certains, ils répondent à des besoins plus ou moins, mais attention, il manque un défenseur central, il te manque encore un ailier, probablement gauche, même si je suis pas sûr qu'ils prennent un ailier gauche, vu qu'il y a des jeunes de Liverpool, le petit Rio notamment, j'ai plus son nom, mais le petit Rio là, qui a été très impressionnant contre le Milan en préparation contre l'AC Milan, donc voilà, on verra ce que fait Liverpool, mais quand même globalement c'est évidemment un gros mercato pour l'instant. City, autre équipe qui fait un gros mercato, même si c'est surtout parti très fort, c'est très calme depuis plusieurs semaines, et je pense que City globalement c'est une des rares équipes qui va pas tant changer que ça, qui va avoir un mercato qui va pas tant évoluer, un petit peu comme Arsenal, je pense que c'est deux équipes qui ont fait vraiment quasiment toutes leurs transactions, leurs idées. Alors ils ont pris qui? Justement ils ont pris Reinders, c'est pas mal, ça clairement c'est un vrai bon joueur là aussi. Ait Nouri, pour le coup je parle de Kirkes qui était un vrai bon latéral gauche de première ligue, je pense que Ait Nouri, même si peut-être que c'est plus un piston encore gauche qu'un latéral gauche, je pense que c'est encore un cran au-dessus, c'est vraiment excellent, c'est pas loin d'être le meilleur latéral gauche de première ligue pour moi. Ryan Cherki, c'est un excellent créateur en Europe, c'est un joueur fantastique là-dessus, c'est une énorme hype ce transfert aussi, c'est pas sûr que ça marche, ou que ça fonctionne bien dès le début, mais je pense que le prix payé, franchement, pour un joueur avec de telle qualité, c'est vraiment pas beaucoup. Sinon, derrière, t'as pas fait grand chose. Peut-être un latéral droit qui va arriver, peut-être Trafford. À l'heure actuelle, je sais pas si on va prendre en compte que Trafford arrive, mais apparemment, il a passé sa visite médicale du côté de City, donc on va être obligé de le prendre en compte un petit peu. Ils n'ont pas beaucoup dégraissé, finalement, bon, De Bruyne est parti, Walker est parti. On sait que Guardiola, il veut un effectif plus réduit, donc je m'attends à quelques départs, ou quelques prêts du moins, pour un petit peu assainir, réduire cet effectif, la taille de cet effectif. Mais du côté de City, à l'heure actuelle, le petit souci que j'ai, c'est que pour moi, ils ont besoin de se renforcer défensivement. Ils ont beaucoup souffert dans ce registre-là. Et là, avec les joueurs qu'ils ont pris, je suis pas sûr qu'ils se sont renforcés dans un secteur où, on va dire, ils étaient un petit peu en souffrance, on va pas se mentir. Et même si c'est vrai que c'est une équipe offensive, protagoniste, à la perte du ballon, je trouve que cette équipe Titi, elle manque de joueurs. En tout cas, la saison dernière, que ce soit collectivement, la structure était peut-être pas idéale, mais elle manque aussi de joueurs qui sont bons dans ces grands espaces ou pour courir contre son but, contre son propre but. Donc voilà, c'est assez difficile à juger, mais je mettrais un 13 quand même pour City, qui manque encore par contre, euh, comme j'ai dit, d'un deux joueurs, d'un latéral droit, peut-être même d'un milieu défensif, capable de récupérer des ballons un petit peu plus que certains profils. Donc ouais, 13 c'est peut-être un poil sévère parce que Trafford, s'il arrive vraiment pour le coup, bah, ils prennent un gardien qui est très intéressant. Mais allez, on met 13 pour le moment et ça peut monter aussi, comme j'ai dit, mais je pense qu'ils vont pas être si actifs que ça par la suite. On passe à l'autre Manchester United. Bon, ils ont beaucoup surpayé Mbeumo, pour le coup, ils ont aussi un peu surpayé Cunha. C'est deux très bons joueurs qui viennent renforcer une équipe qui avait un vrai manque dans le secteur offensif. Donc ça c'est pas mal. Ils ont pris aussi le petit Diego Leon qui vient d'Amérique du Sud, qui aura un rôle plutôt dans la rotation je pense. Donc globalement United peu de recrues, mais de la qualité, des certitudes avec ses recrues. C'est pas mal, c'est un peu cher encore une fois, mais ça reste pas mal. Niveau des ventes, malheureusement pour United c'est le gros point noir pour le moment je trouve, c'est qu'hormis Rashford qui est parti en prêt, en plus pour moi Rashford c'est un joueur, même s'il rentrait pas dans les plans de Ruben Amorim, dans son système, c'est un joueur que tu dois garder dans ton équipe, c'est ton meilleur offensif, c'est le meilleur offensif que tu avais dans ton effectif, c'est celui qui peut te faire des différences balles au pied, etc. Enfin voilà, vous savez que vous pouvez commencer à connaître maintenant mon affection pour ce joueur. On en a parlé notamment dans une vidéo, on parlait de son transfert au Barça, mais c'est vrai que le problème pour United, c'est que tu te débarrasses pour moi d'un joueur qui n'était pas celui que tu devais débarrasser en premier, sortir en premier. T'as toujours Sancho, Anthony est toujours là. On a plein de ces joueurs qui peuvent être encore considérés comme des poids lourds. Malacia est encore là. André Onana, on ne sait pas ce qu'il en est. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur les départs dans cette équipe United. On sait que c'est très dur à sortir les joueurs de Manchester United, vu les salaires qu'ils ont, les joueurs. C'est embêtant parce que j'aime bien leurs recrues. Malheureusement, je suis pas convaincu par les départs pour le moment, donc le mercato. Même si les recrues sont intéressantes, bah, à l'heure actuelle, pour moi, c'est peut-être un peu sévère, mais je mettrais un 9. Je mettrais pas plus haut qu'un 9. J'aime bien leurs recrues, comme j'ai dit, même s'il leur manque peut-être un numéro 9, un milieu c'est sûr,
peut-être un défenseur central également, mais il leur faut surtout des ventes. Garnacho, que j'ai pas cité aussi évidemment, qui est clairement plus dans les plans de Ruben Amorim mais qui doit partir. Donc United malheureusement a trop de poids mort encore dans son effectif et ça les handicape. Newcastle, si on avait fait cette vidéo une dizaine de jours auparavant, j'aurais mis, je pense, une excellente note parce qu'ils étaient peut-être sur le point de faire Ekitike en plus d'Isaac. Bah là, pour le coup, ils vont sûrement perdre Isaac et ils vont pas faire Ekitike puisqu'il est à Liverpool. Et du coup, ils ont fait que Elanga. On a parlé d'Elanga aussi sur une vidéo sur la chaîne. Joueur que j'aime bien, c'est un petit peu surpayé, mais j'aime quand même bien. Ils n'ont pas tant perdu de joueurs à part Longstaff et Callum Wilson, qui avaient pas des gros rôles à jouer la saison dernière, surtout Callum Wilson qui est toujours blessé. Mais Newcastle, attention, ça joue la Ligue des Champions. C'est un effectif qui a de la qualité, mais qui est assez court en profondeur, et en plus, c'est du père Isaac, au poste de numéro 9, sincèrement, t'es complètement dégarni, t'as plus grand monde devant, donc attention, Newcastle, finalement, leur mercato était aussi un peu handicapé parce qu'il y a eu des mouvements en coulisses, ils ont perdu leur ancien directeur technique, je crois, j'ai plus la nomination, le statut exact de Paul Mitchell, mais en gros, il avait un rôle sur les opérations sportives, il est parti, et apparemment, il a assez mal géré certains dossiers, dont la prolongation d'Isaac, le nouveau contrat d'Isaac, ce qui fait qu'il voudrait partir. Là, du coup, on restructure un petit peu tout ça dans les coulisses côté Newcastle, ça a pris du temps, le mercato est quand même bien entamé déjà, mais pour Newcastle, pas tant que ça. Donc, dur d'être très très emballé par ce que font pour le moment les Magpies sur cet été. Et je remettrai tout simplement pour le moment. Alors ils ont perdu personne. À l'heure actuelle, Isaac, je le compte pas encore parti. Mais pour le moment, je leur mets un 9. Pas plus. Et attention, s'ils perdent Isaac, ça peut descendre à 7, 6, voire 5. Et après, par contre, s'il y a des renforts, ça pourra remonter. Mais s'ils perdent Isaac, je pense que dans tous les cas, leur mercato sera un peu décevant. Parce qu'ils vont pas pouvoir le remplacer facilement. Ça, c'est clair et net vu le marché des neufs. On passe du coup au prochain club qui est Nottingham Forest. On va aller très vite sur Nottingham parce qu'ils ont pris deux Brésiliens de Botafogo, comme par hasard. Deux joueurs que je connais pas assez, Igor Jesus et Jair Cunha. Ils ont prolongé Morgan Gibbs-White tout récemment, tant bien que mal, j'ai l'impression, presque de manière forcée, mais ils l'ont quand même prolongé. Donc ça c'est quand même une très très bonne chose, parce qu'ils ont quand même perdu Jai Langa. Il leur faudrait pas perdre un autre joueur offensif, surtout du calibre de Gibbs-White. Mais voilà, sinon les départs d'autres joueurs sont pas si importants que ça, à part Elanga, bon Danilo, qui n'a pas tant joué que ça la saison dernière, il était longtemps blessé. Ramon Sosa, franchement, a eu un rôle assez mineur aussi. Donc Nottingham, je pense qu'ils ne vont pas tant recruter que ça cet été. C'est un club qui doit faire attention à ses dépenses. C'est pas dingue ce qu'ils font, ils ont perdu Elanga. Alors, à l'heure où je m'enregistre, par contre, ils vont faire normalement Dan Ndoye. Donc, il faut peut-être le prendre en compte quand même. Dan Ndoye pour 40 millions d'euros, ça me paraît quand même très cher pour un bon joueur, mais je ne sais pas sincèrement s'il a les qualités pour être dominant en première ligue. Et dur d'être emballé par le mercato de Nottingham. Maintenant, ils ont conservé, comme j'ai dit, Gibbs-White. Bon, je mettrais un 9, pas plus. Pas moins, mais pas plus, franchement, pour Nottingham. Et pour le coup, je suis pas sûr qu'ils vont faire tant de mouvements que ça par la suite. Sunderland, c'est l'équipe vraiment qui a absolument démarré, allumé ce mercato en première ligue. Ils ont été très actifs depuis le début, ils le sont toujours, et ils ont fait de très très jolis coups, en tout cas sur le papier, avec Habib Diarra, vrai bon milieu de Ligue 1, Simone Adigra aussi c'est pas mal, c'est un joueur assez fragile, Enzo Lefebvre c'est une option d'achat levée, Shemseddine Talbi, gros potentiel, l'ailier qui jouait du côté de Bruges, on a pu voir un petit peu en Ligue des Champions aussi, vrai potentiel, je suis pas sûr qu'il vienne dans un rôle titulaire, pour le coup lui c'est un petit peu cher je trouve, son transfert, mais c'est pas mal, Noah Sadiki, vrai bon joueur aussi, et gros espoir, donc intéressant, ils vont faire Granit Xhaka aussi, il y a eu le fameux Here We Go de Fabrizio Romano, le fameux Here We Go, donc ça va être fait, Granit Xhaka qui revient en première ligue du côté de Sunderland. Sincèrement, Sunderland fait un mercato très très ambitieux et qui est clairement qui montre clairement une chose, c'est qu'ils veulent rester en première ligue. Ça, c'est une équipe qui doit rester en première ligue, qui veut rester en première ligue. Ils ont des infrastructures, notamment un stade qui est estampillé première ligue. Et ils sont ambitieux, logiquement. Et ils ont un mercato assez hypant. Et c'est pas fini, parce qu'ils vont aller chercher un gardien, pour sûr. Ils vont sûrement aussi se renforcer un petit peu encore dans le secteur défensif. Donc intéressant, ils ont aussi pris, je vois, la Renildo. C'est vrai que j'avais vu passer ça, mais pour le coup, lui, je pense pas qu'il viendra en tant que titulaire. Quoique. Ils ont perdu Job Bellingham,
c'est vrai, mais je pense qu'avec sa vente, ils ont réussi à prendre de bons joueurs, plutôt, ils ont perdu Tom Watson aussi, mais sinon, ils ont réussi à prendre de bons joueurs, sincèrement, et ce mercato de Sunderland, il est quand même assez excitant. C'est pas l'équipe que je connais le mieux, malheureusement, vu que je suis de manière bien plus distante la Championship que la Première Ligue, et du coup, je ne saurais pas vous dire si ils ont ciblé des besoins absolument vitaux cet été du côté de Sunderland, mais c'est vrai que comme ça, sincèrement quand même, pour quand même connaître la qualité de certains joueurs, ils ont pris des vrais bons joueurs, des vrais bons éléments. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour le maintien en première ligue? C'est toujours la même question, mais ils font tout pour en tout cas. Et pour le coup, quand même, on est obligé d'être assez optimiste, je pense, sur leur mercato. Moi, je mettrais, je pense, un 14, tout simplement. Un bon 14 sur 20 pour Sunderland, qui va probablement encore se renforcer un petit peu en plus, mais c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait pour l'instant. On continue avec Tottenham. Tottenham, ils ont pris Thomas Frank, ça c'est une des choses qui me hype le plus en vue de la nouvelle saison, c'est un coach que j'adore. Mohamed Kudus, un top player aussi, vraiment un joueur que j'aime beaucoup aussi, qui est tellement fort, on en a aussi parlé dans une vidéo, mais je pense que sincèrement c'était le joueur à prendre, qui était un petit peu sur le départ en première ligue, qui était à prendre pour un gros club. C'est Tottenham finalement qui se l'offre, sincèrement c'est un énorme coup. Ils voulaient faire Gibbs White, malheureusement ils ne le feront pas. Alors Gibbs White, s'ils avaient réussi à le faire en plus de Kudus et Thomas Frank, sincèrement, rien qu'avec ça, j'aurais mis une très bonne note pour Tottenham. Maintenant, le problème pour moi, c'est que ils ont pas réussi à faire Gibbs White et surtout qu'il s'est rien passé parce que sinon c'est des options d'achat qui ont été levées. Matistel, Danso, Vuskovic, je crois qu'il était déjà acheté au cours du dernier mercato et prêté dans la foulée. Donc ils n'ont pas fait grand chose finalement Tottenham, ils vont passer à l'action et ils ont besoin de passer quand même à l'action. J'ai envie d'être optimiste parce que je suis peut-être pas objectif, mais j'adore Kudus, j'adore Thomas Frank, mais je mettrais un 10, mais on peut pas aller plus haut malheureusement parce qu'il y a trop de besoins pour l'instant encore. Il y a le cas de Son aussi à régler, il y a le cas de Romero qui est toujours incertain, même si je pense qu'il va rester. Et puis il y a besoin de renfort avec un secteur offensif, peut-être avec un ailier en plus, un milieu défensif et un piston ou un latéral gauche parce que Udogie est à nouveau blessé apparemment. Ok, l'avant-dernier club maintenant, West Ham. On arrive au bout de cette longue vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur West Ham et leur mercato? Pas grand-chose finalement, puisqu'ils n'ont pas été très actifs pour l'instant. Ils ont levé l'option d'achat de Todibo. Même si Todibo fait franchement pas des fortes impressions du côté de West Ham pour le moment, je suis persuadé que ça reste un bon défenseur et je pense que c'est pas une si mauvaise affaire. Ils ont par contre pris deux latéraux que j'aime bien. Alors El Hadji Malik Diouf, que je connais beaucoup moins en l'occurrence, mais du peu que j'ai vu, et notamment sur la pré-saison, je le trouve vraiment intéressant. Gros profil physique, athlétique, assez puissant, qui a de la course aussi, mais qui sait aussi jouer avec le ballon aussi, j'ai l'impression, qui est pas maladroit. Donc ça c'est un vrai bon coup. Plutôt en latéral, mais il peut jouer un peu plus haut aussi, mais ça va être intéressant. Il vient de Prague, donc on verra, mais j'aime bien leur coup qu'ils ont fait. Kyle Walker-Peters, un latéral un petit peu sous-estimé de première ligue, il peut jouer à gauche, à droite, assez petit peut-être, athlétiquement c'est pas le meilleur, mais il est bon dans le secteur offensif, il est bon défensivement, joueur intelligent. Je pense que c'est un vrai bon complément au minimum dans cette équipe de West Ham, mais il ferait pas tâche dans beaucoup d'équipes, sincèrement, en première ligue, à minima dans la rotation. Donc ça j'aime bien, en plus il arrive librement. Ça c'est pas mal. Maintenant, West Ham c'est une équipe qui a énormément de besoins pour moi. Un gardien, bon je crois qu'ils en cherchent un, mais ça me paraît important. Areola est trop inconstant, trop limité dans le jeu au pied et irrégulier. Ils ont besoin peut-être d'un défenseur encore en plus, central, parce que c'est vrai que leur défense centrale fait un peu peur parfois. Au milieu de terrain, ils ont vraiment besoin de nouveaux joueurs, de joueurs qui ont de la vitesse au milieu de terrain, qui ont du coffre, parce qu'ils ont vraiment, je trouve, des milieux de terrain assez lents, qui sont assez vite dépassés en première ligue. James Ward-Prowse, il est peut-être pas l'unique responsable, mais je trouve qu'il est un petit peu sur le déclin depuis quelques mois maintenant. Guido Rodriguez, je trouve que c'est très compliqué pour lui, sincèrement, j'ai rarement vu un joueur aussi lent jouer en première ligue, et d'ailleurs, ça se ressent que c'est un joueur qui est dépassé souvent, même offensivement, ils ont besoin d'un numéro 9, Fulkrug, malheureusement il est souvent blessé, il n'a pas assez de qualité de course notamment, et il ne peut pas impacter suffisamment les matchs, et ils ont besoin d'un numéro 9 globalement, parce que hormis Bowen, qui peut jouer au poste numéro 9, mais ils n'ont pas vraiment d'offensif impactant pour l'instant. Donc West Ham, ouais, ils vont devoir s'activer sur le mercato. Maintenant, je sais pas s'ils dépendent forcément des ventes, pour le coup, je suis pas sûr, parce que à mon avis, West Ham, avec la vente de Kudus, parce que c'est vrai, il faut le préciser, dans les départs, ils ont quand même perdu Kudus,
Sinon, ils ont perdu pas vraiment de joueurs majeurs. Creswell, même s'il joue un petit peu, est parti. Michael Antonio, apparemment, pourrait re-signer. J'ai vu une rumeur avec West Ham, de nouveau, pourrait re-signer avec son grave accident, etc. Moi, j'aimais bien ce joueur. Maintenant, je pense qu'il est quand même plus proche de la fin de carrière que de ses meilleures années. Bon, ils ont perdu sinon Fabianski, Tsoufal aussi, des joueurs qui n'avaient pas un rôle majeur, mais qui étaient un peu aussi en bout de cycle du côté de West Ham, bon, en bout de carrière, tout simplement pour Fabianski, notamment. Donc West Ham, pour mettre une note rapidement sur leur mercato, bon, pour le moment, ça va pas aller plus haut, tout simplement, qu'un 7, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Pour moi, il y a énormément de besoins côté West Ham. Voilà, c'est de pire en pire les chiffres que je note. On va passer du coup à Wolverhampton, dernière équipe. Pas grand chose à dire parce qu'ils ont levé l'option d'achat de Strand Larson, j'aime bien ce joueur, pas mal. Ils ont payé très très cher Fer Lopez, joueur que je connais pas assez, pour apparemment un petit peu renforcer le secteur offensif suite au départ de Cunha. John Arias, nouveau numéro 10 de cette équipe des Wolves, qui avait été très bon à la Coupe du Monde des clubs, mais je connais pas assez sinon. Ils vont se renforcer, c'est sûr, en fin de mercato. On sait qu'il y aura forcément 2-3 deals réalisés par George Mendes notamment. Mais ils ont besoin de se renforcer parce que Cunha est parti, Ryan Aït-Nouri est parti. Deux joueurs très très impactants sur les dernières saisons du côté de Wolverhampton. Donc attention à ça. En plus, pour moi, ils ont quand même besoin de renfort. Peut-être un gardien, une défense avec peut-être un nouveau défenseur central, notamment dans le secteur offensif. Ils ont encore besoin, je pense, de se renforcer. Donc globalement, attention. Wolverhampton, on sait qu'ils vont décanter leur mercato sur la fin. Mais alors, à l'heure actuelle, je ne mettrai pas plus qu'un 7 à nouveau pour cette équipe des Wolves qui n'a rien fait d'incroyable pour l'instant. Donc voilà, on a fini cette très 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 longue vidéo. Elle a vraiment été longue pour le coup. Peut-être que je réfléchirai comment je ferai le montage, je ferai des segments. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle équipe fait le meilleur mercato de Première Ligue. Alors moi, d'après les notes que j'ai données, j'ai mis Sunderland. Je pense que Liverpool et City et Arsenal, d'un point de vue avancement de mercato, sont assez hauts également. Maintenant, il y a certains clubs aussi qui n'ont presque pas démarré. Fulham, Crystal Palace, Aston Villa. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des différents mercatos, des mercatos de votre club du mercato de votre club de cœur, du club que vous supportez. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, comme d'habitude, sur la Première Ligue. À bientôt.